Salut et bienvenue dans mon garage pour un nouvel épisode du live du vendredi. Je vais commencer avant de prendre les questions comme d'habitude. Beaucoup de questions Facebook cette semaine. Je suis sûr qu'on va avoir aussi beaucoup de questions sur Instagram. Donc salut à tous. Il fait quoi là? C'est quoi là? Juillet, le 20 juillet. Il fait hyper chaud, tout va bien. Je vais juste faire un petit tour de jardin rapide, voilà pour vous faire voir un petit peu mois de juillet comment ça se passe. Donc cabane de jardin. Je suis en train de finaliser la cabane de jardin. Beaucoup de récupération. J'ai récupéré donc les fenêtres, les bordels, les machins. Donc petite cabane de jardin sympathique. Je viens de finir le toit. Je suis en train de poser le truc autour. Et donc voilà, petite cabane de jardin qui prend forme. On aura donc dans cette cabane juste les outils, voilà, les outils de jardin, le bordel. Je vais faire des étagères, je vais faire plus d'étagères. Là, c'est juste 2 étagères. Tout ce qu'il y a en bas, ça va être tout pour les poules, la bouffe des poules et tout le bordel. Et bien sûr du storage à fond la caisse. Mais donc l'abri de jardin, j'ai presque fini. Il faut que je monte la porte et voilà. Mais ça va être un petit abri de jardin normal. Les ruches, on vient de mettre une deuxième hausse sur la ruche de droite. Donc voilà, on a trois ruches, donc 2 hausses sur la ruche de droite et une hausse derrière pour chacune des autres ruches. Ça bosse à fond la caisse, ça marche du tonnerre. Donc on est content avec les ruches cette année. Pour le moment tout se passe bien. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on a eu 2 essaimages, mais ça a pas l'air d'avoir freiné les petites bébêtes. Les filles vont bien, je vais leur donner un petit peu plus d'aération. Donc comme je le disais, là c'est l'abri de jardin et à côté je vais construire leur nouveau poulailler. Et là en ce moment quand il fait chaud comme ça, elles restent du côté nord de la maison. C'est vraiment intelligent les poules. Le jardin, tout va bien, le jardin tout pousse. On essaye plein de trucs en ce moment. On est en train de choper des raspberries déjà, donc c'est sympatoche. Les tomates là-dedans, c'est le bordel. Là c'est le côté nord de la maison avec la serre, les tomates. Là on est en train de se prendre vachement de tomates. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais notre plant de tomates est énorme et donc on a des tomates partout. Donc les tomates, plus de tomates. Les tomates adorent la serre. Pareil avec là on a les melons qui commencent à arriver et les concombres. On mange, ça fait à peu près 2-3 semaines qu'on mange des concombres tous les jours. Des concombres donc maison. Les concombres, pareil, les concombres ont explosé. Et voilà, donc on peut, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais donc on mange des concombres maintenant depuis à peu près 15 jours. Nos concombres tous les jours. Et là, on est en train de choper du melon ici. Hop, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais donc melon et puis tomates. Tomates partout. Donc tout se passe super bien dans la serre. On est toujours en mode apprentissage ici. C'est la première année avec notre serre. Et donc on est en mode apprentissage à fond la caisse. On va aller voir. Les filles, normalement les filles, elles sont côté nord. Et les filles? Hein? Ça va? Il fait, donc c'est plein milieu de l'été, il fait super chaud. Et donc elles aiment bien rester côté nord, juste sur les fondations.
c'est probablement l'endroit le plus frais pour elle. Nos deux, donc 2 fois 1000 litres. On a encore celle-là, là, elle est complètement remplie encore. Et on a utilisé la moitié, un peu moins, un peu plus de la moitié de la première. Donc on est super bon au niveau de l'eau. Fin juillet, dernière semaine de juillet, et on a encore un container complètement rempli. Donc on a encore, je dirais, 1500, 1300, 1400 litres d'eau. 1300 litres d'eau, donc on est super content. Donc salut à tout le monde, voilà pour le petit tour rapide, comme ça si vous avez des questions, si vous voulez peut-être plus de précision, salut Touton, si vous voulez plus de précision sur un sujet ou sur un autre par rapport à la ferme urbaine, n'hésitez pas à poser vos questions, mais vraiment là le dernier truc important là, c'est donc l'abri de jardin que je suis en train de finir. Je devrais normalement finir ce week-end. Donc voilà pour le petit tour. On va voir s'il n'y a pas quelques questions. Martin VZ58, salut, conserves-tu tes légumes dans des bocaux pour en consommer l'hiver? Oui. Il y a déjà des boulets. C'est pas facile hein, quand même de... Salut le Québec. Hein, Touton? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, Touton. Salut le Québec. Je vais prendre quelques questions. Je vais prendre quelques questions sur Facebook pour commencer. Comme ça va donner l'occasion. Salut Montargis. Lionel Devant, bonjour. Comment isoles-tu tes réserves d'eau en hiver? Je ne les isole pas, je les vide. Je vide mes tonneaux, il fait moins 40 ici. Tu peux pas garder des réserves d'eau comme ça en hiver. Si tu as besoin d'eau, tu fais fondre de la neige. Salut l'Alsace. On va prendre avec le cul de avec le cul de Touton. On va prendre une première question sur Facebook. Une question de Gino. Ton prochain investissement prévu pour plus de résilience? Notre prochain investissement, on en parle déjà depuis pas mal de temps. Salut Brownie. On en parle déjà depuis pas mal de temps. Ce serait d'acheter un espèce un appartement ou une maison ou peu importe pour faire une location. Pour nous, ça va être très difficile. On a toujours été dans on n'est pas salarié, on n'a jamais été salarié, mon épouse et moi, et donc on va avoir une retraite assez difficile, assez inexistante en fait, mais ce qui est très bien pour nous. Et donc on va s'occuper de notre propre retraite, et donc un des investissements pour nous qui nous paraît intéressant, ce serait effectivement de pouvoir louer des appartements ou des maisons, une ou deux, pour assurer notre retraite. Donc voilà pour la première question Facebook. J'espère que ça répond à ta question. Électron autonome, salut Vol, la culture du maïs te semble-t-elle plus simple que les autres céréales pour tendre vers une autonomie en céréales? Une autonomie en céréales, ça va être très très dur. Il va falloir des hectares et des hectares. Et donc ça va être assez difficile ici. Nous, notre maïs, par exemple, c'est vraiment voilà pour se faire un petit peu de maïs, pour se faire la main et tout ça. Donc rien. Encore une fois, moi je ne vise pas l'autonomie complète ici. Je vise juste une certaine résilience et autosuffisance alimentaire ici, mais qui me donne d'autres appuis. C'est pas forcément pour notre consommation personnelle. C'est comme avec les œufs par exemple, on loue basiquement 2 poules à nos voisins. On donne des œufs à nos voisins en échange de viande par exemple et toutes ces choses là. Donc
Le maïs, ça peut être pareil. Tout ce qu'on fait pousser dans le jardin, encore une fois, c'est notre première année. Donc, non, Brownie, c'est notre première année. Et donc, on fait des tests ici. On fait des tests ici pour voir ce qui va le mieux marcher, ce qui est le plus intéressant pour nous, pour voir un petit peu ce qu'on peut troquer à l'échelle du voisinage et toutes ces choses-là. Tu veux descendre? Hein? Tu veux descendre? Ok. Vas-y, descends. Donc voilà, c'est à plusieurs vitesses. C'est pas parce que je fais pousser quelque chose dans mon jardin, par exemple, que je veux que mon intention première est d'être indépendant et complètement autonome ici avec cette plante. Il y a des choses où effectivement on aimerait être le plus autonome possible à l'échelle d'une certaine résilience alimentaire, mais le maïs n'en fait pas partie. Une autre question de David. Salut Vol-Ouest, super tes vidéos. Que penses-tu des matraques télescopiques pour la défense? Merci beaucoup. Les matraques télescopiques, c'est vraiment un super outil. C'est un super outil, j'en ai plusieurs. Touton, tu veux descendre? J'en ai plusieurs. Touton, tu veux descendre? J'en ai plusieurs, c'est vraiment un outil super intéressant, surtout si vous habitez par exemple en France. Si j'habitais en France, je porterais par exemple à tes souhaits, je porterais une Telesco. Je porterais une Telesco H24, vraiment un excellent outil qui est pas trop mal vu par les forces de l'ordre, encore une fois, surtout en France, beaucoup plus mal vu aux États-Unis. Mais vraiment ouais, un super outil. J'en ai deux ou trois à la maison dans des endroits un petit peu spécifiques et j'en ai une aussi pour la voiture quand on part en EDC. Parfois ça peut être sympa d'avoir une Telesco avec nous. Doom 89. Fais attention, Touton. Doom 89. Salut Vol-Ouest, je ne sais pas si tu as déjà fait pousser des poivrons. Oui, on fait pousser plein de poivrons. Est-ce mieux selon toi dans la serre ou extérieur? Je suis au Québec, donc des froids intenses aussi. Si tu en as déjà parlé, ignore. On fait pousser des poivrons dans les deux. Donc j'ai des poivrons dans la serre qui sont en train de nous donner des poivrons, et j'ai aussi quelques poivrons en extérieur côté sud. Donc tu vois là c'est voilà, côté sud on a retomate machin bordel, et là on a nos premiers poivrons qui sortent. Les deux marchent très très bien. Je te conseille tu peux les commencer en extérieur. Moi en fait j'ai toujours fait pousser des poivrons ici dans le Montana et je les ai jamais fait. Ah non, c'est ma flotte ça, bordel. Je les ai jamais faites dans la serre. Là c'est la première année qu'on a la serre, et donc effectivement j'ai fait du poivron. J'ai fait du poivron dans la serre et en extérieur. Les deux marchent super bien, donc te prends pas trop la tête. Les deux vont très très bien marcher. Une autre question. Vincent, une question de Vincent Etienne. Bonjour Vol-Ouest. Penses-tu que l'argent métal, quand on parle argent métal, moi j'inclus tout le bordel, hein, argent, or. Penses-tu que l'argent métal pourrait devenir une monnaie pour le commerce entre les membres RSF ou survivalistes? Merci pour ton travail, de rien Vincent. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi quand je fais du business, que ce soit à l'échelle personnelle, quand j'achète des trucs avec des amis ou des copains, ou qu'ils m'achètent des trucs entre amis et entre copains, je sais pas si vous le faites, mais vous devriez le faire. Déjà, beaucoup de troc, et aussi, moi j'utilise beaucoup l'argent, c'est-à-dire que je donne toujours l'option à des gens qui veulent acheter des choses, je donne toujours l'option argent. Ça c'est toujours super intéressant, et effectivement si entre vous, même entre famille, entre potes et tout, pas obligé que ce soit RSF ou survivaliste, mais entre potes, entre famille, entre amis, s'il y a quelqu'un qui dit ah putain je veux t'acheter ton vélo, que tu veux lui vendre ton vélo, pourquoi ne pas le vendre en argent? L'argent pour nous aux États-Unis c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il n'est pas déclaré.
On n'a pas besoin de le déclarer aux États-Unis. Donc c'est la seule fortune, c'est la seule monnaie qui n'est pas touchable par le gouvernement aux États-Unis. Parce que personne ne sait combien tu as d'argent ou d'or à la maison. Donc pour nous, c'est hyper avantageux. Malheureusement, en France, vous venez de vous faire niquer une fois de plus, parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous êtes obligé maintenant d'acheter l'argent par chèque ou carte de crédit ou je sais pas quoi. Vous pouvez plus l'acheter en cash, en liquide. Mais quoi qu'il arrive, il y a déjà énormément d'argent sur le marché. Si vous n'êtes pas trop con et un petit peu démerdard, vous pouvez quand même trouver de l'argent et l'acheter en liquide. Comme ça, il n'est pas déclaré et c'est vraiment le seul, l'argent et l'or, métal, c'est vraiment les deux trucs que vous pouvez avoir à la maison qui ne sera jamais taxé, qui ne sera, voilà, personne ne sait que vous l'avez. Le gouvernement ne sait pas que vous l'avez, votre banque ne sait pas que vous l'avez et ainsi de suite. C'est pour ça aussi que l'argent et l'or, ce sont des matériaux assez intéressants. Donc tout ça pour dire que effectivement, je deal en argent et en or tout le temps, et en tout cas je laisse la porte ouverte. Je laisse toujours la porte ouverte aux gens. Quand les gens viennent me voir, me disent tiens, j'ai envie d'acheter un marteau, j'ai envie d'acheter je sais pas quoi, je leur dis pas de problème. C'est soit je leur dis voilà, c'est 10 balles, ou alors c'est c'est une pièce d'argent par exemple, une once d'argent. Okay, donc toujours garder la possibilité de faire du business en argent et en or. Salut Jean-Marie. Salut Rossignol. Salut Flouflou. Denver, peux-tu nous dire un peu plus pour le prochain stage, si nouveauté ou amélioration par rapport au précédent? Merci. Déjà cette année, on a ajouté l'évasion, qui est une grosse journée. D'ailleurs, là, je viens de pouvoir passer des stagiaires, donc vous pouvez leur demander. Grosse journée évasion qui n'était pas au programme avant, donc qui va faire partie maintenant du programme un petit peu habituel. Donc c'est vraiment la nouveauté du stage. On n'est pas beaucoup à faire des cours d'évasion. Je pense que c'est hyper utile et intéressant aujourd'hui, mais donc c'est un petit peu la plus grosse nouveauté en fait du stage. Salut Vol, quel est le thème de ton prochain livre? Merci pour ce que tu fais. De rien. Je ne peux pas me prononcer pour le thème du prochain livre. C'est secret défense. Si je te le dis, après il va falloir que je te tue et tout, puis c'est le bordel. Bonne question, Ragnar LMQS. Salut Vol, désolé pour les interruptions où il se passe rien, c'est la nature du jeu, hein, c'est comme ça. Salut Vol, j'espère que ce ne sera pas une question cagoule. Pour toi, quel est le meilleur stylo de défense tactique? Merci pour tout ce que tu fais. Pour moi, le meilleur stylo de défense tactique, c'est le Sharpie tout bête. Voilà, c'est le Sharpie. Donc ça, c'est une autre type de Sharpie. Ça, c'est Sharpie qui fait Sharpie, et ça, c'est Milwaukee qui fait un Sharpie. Ça, pour moi, c'est le meilleur stylo tactique. Ce sera toujours beaucoup plus dur que ton visage, ce sera toujours beaucoup plus dur que l'œil d'un camarade. Ça fait très très mal et c'est légal et tu peux l'avoir et tu peux le transporter partout, même dans un avion, dans le métro, partout. En EDC, 24 heures sur 24. Moi, j'ai toujours un Sharpie avec moi. Non seulement, bien évidemment, je peux écrire sur n'importe quelle surface des messages et ainsi de suite, mais surtout, pour moi, c'est le stylo de défense tactique par excellence. Ça coûte que dalle, je peux en acheter 20
pour 2 balles. Ça coûte que dalle et ça va faire le travail. Les stylos tactiques qui peuvent se vendre, qu'on voit assez souvent, les Impact Tools et tout ce bordel-là, Cubotan, qui peuvent se vendre à 20, 30, 40 balles. Ça va faire le boulot. Ça va faire le boulot et encore une fois, ça coûte que dalle et c'est légal partout. Il y a personne qui va te dire ah ton Sharpie tu peux pas l'avoir en salle de concert, dans l'avion, n'importe où. Donc ça pour moi c'est les meilleurs stylos de défense tactique à mort, à fond la caisse. C'est hyper urbain, hyper discret. J'en ai toujours un dans la poche, que ce soit un Sharpie ou un Milwaukee. Je suis très Milwaukee en ce moment. Mais donc c'est vraiment le premier outil que je sortirais s'il y avait un problème qui peut se régler moins létal. J'espère que ça répond à ta question. Alors il y a toujours bien évidemment les gens qui vont dire voilà Lionel, le port d'une matraque télescopique est strictement interdit en France. C'est pas difficile, tout est interdit, tout est strictement interdit en France. Donc le port d'une poule est interdit en France. Tout est interdit en France. Donc il y a un moment, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il y a un moment où il faut un petit peu dire fuck les lois. Je me prends en charge, je suis un adulte responsable de mes actions et donc ne mange pas ça, c'est pas bien pour les poules. Et donc, il y a un moment où il faut savoir faire abstraction de certaines règles et de certaines lois. Encore une fois, la télescope, même si c'est interdit, si vous avez la tête qui va bien et bien évidemment l'attitude qui va bien quand vous vous faites contrôler, normalement le flic ne va pas vous mettre en prison pendant 20 ans parce que vous êtes en train de porter une télescope avec votre femme et vos 2 gosses pour aller au restaurant. Donc arrêtez de me casser les couilles avec vos lois de merde. On a tous des lois, on a tous à gérer des lois dans nos pays respectifs. Nous aussi aux États-Unis, on a des lois de merde. J'habitais en Californie pendant 16 ans, on avait vraiment des lois de merde. Mais donc arrêtez de nous casser les couilles et de nous infantiliser avec vos lois à la con. Si on est tous ici sur ces pages un petit peu survivalistes, démerdardes, je me sors les doigts du cul, c'est parce que on est tous aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Et oui, je viens de citer Jean-Claude Van Damme tout on. On est tous aware, on est tous conscients des lois en vigueur. C'est pas la peine de me le répéter 150 fois dans les commentaires. Mais donc on est tous conscients des lois en vigueur, mais on est aussi des êtres humains. Et moi, personnellement, je ne veux pas me faire marcher dessus. Je ne veux pas être une victime. Donc si je ne veux pas être une victime, il faut que je me donne un petit peu certains moyens. Et ces moyens passent par certains outils. Ce que j'ai dit, c'est que la télescope allait être plus acceptée, par exemple, devant un juge qu'un coup de couteau à la gorge. Ok, donc si vous vous faites attaquer dans le métro et que la seule chose que vous avez sur vous, c'est un surin, et que vous surinez le mec, que vous le ventilez 36 fois à la poitrine, ça va tout de suite pas être la même chose que si vous sortez une télescope et que vous lui cassez un bras. Ok, donc pensez un petit peu à tout ça, réfléchissez, soyez des adultes et arrêtez de me faire chier à me répéter les lois à chaque fois. On sait que tout est interdit. Voilà. Rien de personnel à qui a laissé ce message-là, c'est juste, je parle comme ça me donne l'occasion. En fait, ces messages sont très bien parce qu'ils me donnent l'occasion de faire des petits rappels, Rossignol, lol, le port d'un couteau à bourron est interdit en France. Exactement. Martin VZ58, comment vas-tu assurer le chauffage du nouvel emplacement du poulailler? Je n'ai pas de chauffage dans mon poulailler. Gueda Luc, que penses-tu des crypto-monnaies qui sont en dehors du marché normal? J'en ai déjà parlé un petit peu. Je suis pour. J'adore les crypto-monnaies, sauf que pour le moment c'est le Far West. C'est le Far West, donc je suis extrêmement prudent, je suis extrêmement conservateur avec, c'est peut-être un mot anglais ça, conservateur avec mon argent, mais donc je me méfie, je suis très prudent, mais l'idée est géniale. La crypto-monnaie est absolument fantastique.
encore une fois, pareil, je laisse toujours la porte ouverte. Si quelqu'un veut me payer en Bitcoin pour quelque chose, je laisse toujours la porte ouverte et je dis toujours, si c'est pas des sommes extravagantes, si tu veux me payer en Bitcoin, paye-moi en Bitcoin, il n'y a pas de problème. Salut la Bretagne. Véronique, on parle beaucoup de la puce RFID, ce qui éliminera l'argent liquide. Qu'en pensez-vous? Salut Véronique. J'en pense que du mal. J'en pense que du mal. Déjà, se faire pucer, laisse tomber. Moi, je bute tout le monde. Va falloir m'attacher très fort. Va falloir venir à 10. Et après, l'élimination du liquide est un gros problème pour moi. Le liquide est encore ce chemin de terre qui permet à des petites gens comme nous et les moins petites gens de gérer un petit peu leur argent d'une certaine manière comme ils le veulent, encore une fois en termes d'adultes. Se faire pucer, lâche l'affaire. Et après, je remarque quand même que les nouvelles générations sont pas très liquides, elles sont pas très cash, ce qui me pose énormément de problèmes. Moi, j'ai toujours du cash sur moi, je fais tout en cash, j'adore le cash. Et c'est vrai que de plus en plus, on est amené, on est forcé, on est poussé à abandonner l'idée du cash pour les cartes automatiques, les machins, les bordels, les puces, les cartes maintenant, ils les ont tous à la pompe, à la station essence, c'est des cartes, c'est l'enfer. Pour moi, c'est l'enfer, c'est la mort, c'est la mort du monde des affranchis. C'est un monde, moi, qui me plaît plutôt bien. Salut la Suisse. Pipio, question très intéressante. Au passage, Touto nous fait une petite sieste. Tu peux dormir si tu veux. Pipio, la place de l'anonymat dans la résilience. La place de l'anonymat est très importante. Bien évidemment, ça paraît bizarre venant de moi qui suis sur les réseaux sociaux depuis 8 ans. Sauf que moi, j'ai fait un choix, ou j'ai peut-être pas fait un choix. C'était comme ça. C'est dans mon intention de partager ces choses-là, mais j'essaye au maximum de garder un certain anonymat. Mais si je n'avais pas été poussé, amené à vous exprimer un petit peu et à vous témoigner mon intention de résilience, et de résistance, je serai le plus anonyme possible. Je serai le plus anonyme possible parce que l'anonymat est très important, surtout quand on parle de résilience. Pourquoi? Tout simplement parce que malheureusement, il y a encore énormément de préjugés, il y a encore énormément de jugements et de visions sociétales hyper abruptes. Et difficile par rapport à nous, par rapport à notre univers et par rapport à la manière dont nous vivons notre univers. Donc j'essaierai de rester le plus anonyme possible par rapport à la résilience, mais effectivement pour moi c'est un petit peu différent. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, si je vivais encore en France, je ne l'aurais pas fait comme je le fais maintenant. C'est parce que j'ai un océan entre vous et moi littéralement que je me permets un petit peu certains écarts, mais si j'étais en France, je serais hyper discret. On va faire peut-être une question Facebook. Oui, c'est vrai. Une question de Phil Blood. Bonjour. L'hivernage des ruches se fait en extérieur ou dans un hangar à l'abri des intempéries? Non, l'hivernage des ruches se fait à l'extérieur. Alors il y a plein de gens qui m'ont dit ouais t'es con. Oui. Et elle m'a dit ouais t'es con, tu devrais mettre tes ruches dans la serre. Ce n'est pas possible. Les ruches ont un cycle, la reine a un cycle. L'hiver, les ruches se transforment, s'hivernent et donc
Les abeilles ne sont plus les mêmes. Les abeilles sont généralement, les abeilles d'été là sont sur des cycles de 21 jours. Elles vivent environ 21 jours. Ça leur prend 21 jours pour naître et ainsi de suite. Donc on est ici sur un cycle de 21 jours. C'est pour ça que les apiculteurs parfois font des tatouages 21 et tout. Mais en hiver, on change de cycle. C'est des abeilles qui vont survivre à tout l'hiver. Donc c'est des abeilles complètement différentes qui ont une nature et une propriété complètement différentes. Et si on venait à hiverner les ruches, par exemple, si je venais à les mettre dans ma serre, ça déstabiliserait complètement la ruche, ça déstabiliserait complètement la colonie et elles ne feraient pas leurs travaux. Et on ne peut pas nourrir une ruche tout l'hiver comme ça avec des abeilles d'été. Ce n'est pas possible. Donc voilà, elles se hivernent dehors. Salut Paris. Guédaluc, hormis l'argent qui perd son sens en cas de chaos, non, c'est pas vrai, que conseilles-tu comme élément pour faire du troc? L'argent ne perd pas son sens en termes de chaos. On a des exemples pour ça. On a par exemple l'effondrement de l'économie en Argentine. Durant l'effondrement de l'économie en Argentine, qui a été assez sévère et hyper brutal, les gens ont utilisé l'or et l'argent les 3 premières semaines, par exemple, sans aucun problème. On a bien évidemment Deuxième Guerre mondiale en Europe. Mes grands-parents ont utilisé l'argent, donc argent métal. Donc c'est pas forcément vrai. Bien évidemment, ça va complètement dépendre de l'environnement et des besoins ambiants. C'est-à-dire que si j'ai besoin par exemple de médicaments, s'il y a un effondrement et que j'ai besoin d'antibiotiques ou d'insuline pour un membre de ma famille par exemple, c'est sûr que si tu me proposes de l'argent métal, j'en ai rien à foutre. Je peux pas m'en servir, ça me sert à rien. Donc là, ça va être un petit peu différent, donc ça dépend des cas, mais on a les exemples dans l'histoire. Vraiment des exemples flagrants de personnes qui ont utilisé l'argent et l'or métal durant des catastrophes assez sévères. Une autre, on prend une question Facebook, Touton. Alors. Une question de Jaloux Attila Alan. Ton leitmotiv étant 2 C1 et 1 C-rien, c'est pas mon leitmotiv, c'est juste une partie du puzzle. 2 C1 et 1 C-rien. Penses-tu que le survivalisme soit compatible avec minimalisme? Merci pour le partage, la bise. Bien sûr, le survivalisme est totalement compatible avec minimalisme. Cependant, alors attends, déjà on va remettre dans le contexte. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le monde, les plus grands survivalistes, les survivalistes, les experts c'est pas ceux qui se barrent au Nicaragua et qui font payer 290 balles une vidéo tuto. Les experts, les professionnels du survivalisme, ce n'est pas moi non plus, ce sont les gens qui vivent avec rien, qui habitent par exemple en Afrique, qui recyclent absolument tout, qui font du troc à fond la caisse, qui peuvent réparer. Là, je viens de voir un documentaire un petit peu sur le Cameroun et les routes et les voitures au Cameroun. C'est absolument incroyable ce que les gens peuvent faire, ce que l'être humain peut faire pour s'adapter à leur environnement et devenir résilient. Donc énormément de bricolage, énormément de récupération, de recyclage, toutes ces choses-là, absolument impressionnant. Et donc effectivement, donc survivalisme peut parfaitement rimer avec minimalisme. Maintenant, dans un esprit pour nous faciliter la tâche, si tu veux, c'est beaucoup plus facile pour moi, par exemple, d'avoir certaines matières, par exemple, dans mon garage que je peux travailler et donc que je peux entreposer, au lieu de devoir aller sortir, de faire les poubelles pour faire de la récupération, par exemple, et construire quelque chose. Donc c'est un petit peu les deux facettes du survivalisme. Encore une fois, moi je ne suis pas prepper. Les preppers, eux, c'est j'en mets partout pour une telle condition, je me prépare à tel événement. Moi je ne suis pas prepper, je suis survivaliste, donc je suis plus camerounais dans l'âme, mais je trouve que pour ma situation, c'est beaucoup plus simple, par exemple, de ne pas être dans une dynamique purement minimaliste et donc d'entreposer certaines matières et matériaux
pour tout simplement réduire ma dépense énergétique. Quand on parle de survie, on parle de dépense énergétique. L'évolution de l'être humain, ça a toujours été en fait gouverné par notre dépense énergétique. C'est-à-dire que il devient très difficile de survivre dans un monde où je dois dépenser 5000 calories pour en sauver 1000. Okay ? Donc c'est toujours un jeu de calories et c'est toujours un jeu d'économie d'énergie en fait. Et de passer sur un mode survivaliste en fait où je m'enracine, c'est-à-dire que j'ai une terre à moi, que je m'enracine, que je construis quelque chose de durable, que je construis quelque chose de résilient, un jardin, une serre, des récupérateurs d'eau, toutes ces choses-là ne sont pas des choses minimalistes, mais elles vont fortement m'aider dans mes stratégies de résilience, que ce soit mes stratégies de résilience économique, hydrique, alimentaire et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Anton M, salut Vol, penses-tu que pour cultiver les pommes de terre, ce soit mieux en terre directement ou en bac plutôt? Peu importe. Ça dépend de ton environnement. Il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir l'accès à de la terre comme ça, il y a énormément de place et donc en bac c'est mieux. Si par exemple vous voulez faire pousser des patates, si vous avez un tout petit environnement, un tout petit jardin ou alors sur un balcon, peu importe, là on va être sur du bac. Et si vous avez des hectares et des hectares ou si vous avez 3000 m² de jardin, peu importe, à vous de choisir. Les patates ça pousse tellement bien, y a aucun problème. Steve Skip, Big 4 couleurs, c'est bien robuste aussi comme point d'impact, effectivement, le 4 couleurs. Mais le 4 couleurs est pas si robuste que ça, ou alors ça a changé. Salut la Corrèze. Je ne comprends pas la question. Les fausses d'infos. Salut l'arrière-pays niçois. Salut la Corse. Ouais. On s'en branle. Question de Rossignol. Penses-tu que la société se dirige davantage vers une situation à la Orwell du fait des évolutions de la société, intelligence artificielle, disparition de l'argent physique, surveillance Internet? À mort. On le constate tous les jours. Ça devient de plus en plus orwellien. Donc c'est pour ça que il faut faire un petit peu attention et surtout il faut garder le cap. C'est-à-dire que cette société de plus en plus orwellienne nous pousse un petit peu à perdre les pédales et à nous diriger vers deux solutions. La première, c'est l'acceptation totale et la soumission. C'est-à-dire que sans s'en apercevoir, voilà, on n'a plus de cash dans nos poches, on n'a plus de liquide dans nos poches, on n'a pas de décès, on est des moutons et on se balade dans Paris en tongs, en short, avec une espèce de queue de cheval quand on est un mec. Bon, là, c'est la fin des haricots. La deuxième solution, c'est la rébellion totale, la rébellion ouverte. C'est une solution. Les deux solutions, hein, c'est comme ça. Mais le problème de la rébellion ouverte, c'est que généralement les rebelles sont très peu nombreux.
et se font écraser comme des merdes assez rapidement. Donc c'est pour ça que moi, depuis le début du blog, je parle un petit peu de créer une société un petit peu en parallèle, c'est-à-dire de ne pas nécessairement brûler la société dans laquelle on vit en ce moment, de ne pas non plus se soumettre à elle, mais de créer donc une société un petit peu en parallèle, et donc c'est cette idée d'enracinement, c'est cette idée de base autonome durable, c'est cette idée de résilience, c'est cette idée d'autonomie, c'est cette idée d'indépendance. Toutes ces idées-là, en fait, c'est la construction d'une société en parallèle pour ne pas se soumettre à une société de merde avec des lois de merde, avec des trucs merdiques, de la bouffe merdique, de la télé merdique, enfin tout est merdique. Donc de ne pas se soumettre à ça, de ne pas se plier à cette aventure-là. Mais en même temps de ne pas tomber aussi dans le panneau de vouloir tout brûler 24 heures sur 24, parce que c'est pas sain en fait de vouloir tout brûler 24 heures sur 24. Donc en fait pour moi personnellement, peut-être que vous tomberez dans la case il faut tout brûler et c'est très bien, peut-être que vous tomberez dans la case soumission absolue, et je m'en branle complètement. Mais pour moi, ma solution à moi, au lieu de me réveiller tous les matins et d'être énervé et de gueuler après mon poste de télévision en disant que ce monde c'est de la merde et que vous êtes tous des tocards, je me suis dit autant prendre des poules et faire pousser du maïs. Au moins ça me calme et je fais quelque chose et ça me sert au quotidien pour ma résilience économique. Comme ça, si cette société orwellienne décide de s'attaquer à mon pouvoir économique, j'ai un moyen de la combattre. Ok. Donc je suis résilient économiquement parlant. Je ne vais pas répéter tout ça, mais enregistrer. Et après, pareil pour tout le reste. Physiquement, il faut que je sois un minimum au taquet ici. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Mais effectivement, on se dirige vers la disparition de l'argent physique, vers de la surveillance absolue 24 heures sur 24, vers de l'intelligence artificielle à fond les ballons, c'est-à-dire le remplacement des travailleurs par des machines, par exemple. On en parle très rarement, mais c'est une grosse problématique qui nous arrive très très vite. Et donc ça va créer plus de chômage, chômage, ça va créer plus de tensions sociales, plus de tensions économiques et ainsi de suite, et ça crée de plus en plus de bordel. Et donc c'est un petit peu le cercle vicieux et l'emballement. Et donc pour contrecarrer un petit peu ce destin-là, pour reprendre un petit peu les rênes de notre propre destin, pour redevenir les acteurs de notre propre bien-être. Il faut un petit peu avoir une intention spécifique à la problématique. Pour moi, cette intention-là, c'est l'enracinement, c'est la base autonome durable, c'est faire pousser du maïs. Bonne question, Rossignol. JB Méry, que penses-tu de la marque Arc'teryx? Très bien. Arc'teryx, si je ne me trompe pas, c'est pas des pédales là, comme les autres. Et donc ils font beaucoup de trucs pour les ils supportent les militaires, ils soutiennent les militaires. Et donc j'aime bien Arc'teryx. C'est toujours un peu cher, hein, la qualité c'est comme toujours. Hein. Mais très bonne marque, ouais. Alors là, curieux de tout. Bien le bonsoir de Sergi Pontoise. Salut Sergi Pontoise, que je connais bien. Place des Moineaux, Pontoise. Tu as sorti la dernière fois un briquet photon de ta poche. C'est quoi? J'ai rien trouvé sur le net. C'est pas un briquet photon, c'est un briquet et une photon. Okay. Donc c'est pas les deux qui font un. C'est un briquet et une photon. Okay. Voilà. Hop, rouge. La mienne elle est rouge. Prenez la rouge. Mais c'est pas un briquet photon. Ok? Salut Chamonix, salut Kim. Kim, c'est un copain de Juju. Alors, salut Dijon.
Question de Kim, donc. Tu vieillis comme tout le monde. Ouais, moi, je ne vieillis pas. T'organises-tu déjà pour tes vieux jours quand tu seras moins fort, moins mobile, moins indépendant? Quelles sont tes stratégies? Grosse question super importante. J'ai eu un petit peu la même question il y a 3 ou 4 lives de cela. J'avais répondu à cette question. Je vais répondre à cette question, peut-être un petit peu plus court. Super important. On voit énormément de survivalistes et de preppers qui s'investissent dans des stratégies hyper spécifiques, genre voilà, ça va être la fin du monde, ça va merder, il va y avoir, j'en sais rien moi, une guerre civile, une crise économique, un effondrement, tout le bordel. Et donc ils se disent bon, faut que je me prépare. Et la meilleure façon de me préparer, c'est d'aller habiter loin des villes, au milieu de nulle part, dans les campagnes, dans un truc à 3 étages avec des escaliers partout, où il faut aller chercher l'eau au puits et tout le bordel. C'est super quand on a 25 ans. C'est franchement génial. Poule, chèvre, girafe, crocodile, creuser des trous toute la journée, réparer la maison toute la journée, faire de la charpenterie toute la journée, faire de la plomberie toute la journée, être sur les genoux toute la journée, à bosser, à refaire le carrelage, la toiture et tout le bordel. Génial quand on a 25 ans. Quand on a 70 ans, c'est plus du tout la même, ok? Et c'est pour ça que je dis que cette histoire d'enracinement, c'est pour ça que nous on a fait notre base autonome durable urbaine. On est en ville, Albait. Je sais pas si c'est français, Albait. Même si on est dans une ville du Montana, donc on est moins d'1 million d'habitants dans un État qui est presque aussi grand que la France. Mais donc je suis dans une toute petite ville, mais je suis dans une ville quand même avec un hôpital. On a une maison plein pied. On a l'eau courante, on a des choses comme ça qui peuvent nous faciliter grandement la vie, effectivement, quand on va avoir 70 ans. Donc pensez aussi à ça. Pensez aussi à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui font, et surtout les jeunes, qui font des investissements assez importants dans leur vingtaine ou dans leur trentaine, ou même dans leur quarantaine. Et après, à 70 ans, ils s'aperçoivent que putain, ça marche plus, quoi. Ça marche plus si vous habitez au milieu de nulle part et que vous avez un petit chemin de terre pour rentrer à la maison et que vous avez 70 ans et que vous avez des problèmes aux genoux ou des problèmes d'arthrite et tout le bordel. Vous allez plus pouvoir aller au puits, vous allez plus, enfin je veux dire, ça va être très compliqué. Alors il y a effectivement des gens qui s'en sortent très très bien et qui à 90 ans font toujours l'eau du puits et tout le bordel, mais ces personnes-là sont assez rares. Donc effectivement, il faut penser à tout ça. Il faut penser à notre retraite. On nous vend la société actuelle, la société de consommation et la société de salariat nous vend la retraite de la manière suivante, c'est-à-dire que si vous êtes des bons travailleurs, des bonnes petites fourmis, des bonnes petites pommes de terre, vous allez rentrer dans les rangs de pommes de terre, vous allez travailler pendant 42 ans comme une pomme de terre, et après 42 ans, vous allez voir, ça va être génial parce que tout va être payé pour vous, vous allez être de super pommes de terre qui allez pouvoir aller voyager à Bali, en Thaïlande, à la plage, vous allez être beau, en forme et riche. C'est de la merde, bien évidemment, c'est un rêve qu'on nous vend, c'est la carotte qui pendouille pour nous faire travailler pendant 42 ans. La réalité des choses, c'est que mes grands-parents sont morts à 62 ans, malades, qu'ils ont bossé toute leur vie depuis qu'ils avaient 14 ans et qu'ils n'ont jamais en fait eu de retraite. La réalité des choses, c'est que voilà, des vies comme ça, il y en a des millions, des milliards. C'est-à-dire que effectivement, quand on a bossé 42 ans de notre vie, pour les moins chanceux, peut-être à l'usine, des boulots assez sévères sur le corps, charpentier, menuisier, plombier, électricien, tous les métiers un petit peu comme ça, manuels. Nos corps prennent beaucoup, en prennent beaucoup. Et c'est vrai qu'on arrive dans notre soixantaine, on a fait un petit peu des abus à droite à gauche, et on arrive dans notre soixantaine et c'est effectivement un petit peu plus difficile. Et donc on a généralement une toute petite retraite de merde, surtout si on n'a pas travaillé forcément 42 ans. On a du mal à finir les fins de mois et on s'aperçoit qu'on se retrouve pas à la plage, les mains dans la main avec un amoureux à 65 ans, en étant 65 ans, top modèle, en pleine forme, sur une plage de Thaïlande. Donc il faut penser un petit peu tout ça, faut anticiper un petit peu tout ça, et faut prévoir cette retraite qui nous est vendue, qui est une blague. C'est une blague. Donc pensez à tout ça.
Tout, tout, tout. Cyril Levenès, peux-tu nous dire si tes cuves extérieures sont en plastique de qualité alimentaire, car on trouve en France des cuves de 1000 litres avec robinet pour une cinquantaine d'euros, mais j'hésite. Oui, absolument. En fait, c'est le même matériel que les Nalgene HDPE, donc c'est du HDPE. C'est fait pour les produits alimentaires, puisque généralement dans ces cuves-là, ça dépend, mais on importe par exemple de l'huile d'olive, du vin, des trucs comme ça. Tu peux cependant acheter juste la cage et après acheter une nouvelle poche à l'intérieur, donc cette espèce d'énorme Nalgene de 1000 litres. Tu peux l'acheter aussi neuve. Donc à toi de voir, mais effectivement c'est de l'alimentaire et ça va être marqué dessus, ça va être marqué pour l'alimentaire. Bad Company, as-tu le drapeau américain devant ta maison? Oui. LOL Parade, que penser de l'intérêt de la nouvelle réglementation sur les chargeurs 30 coups pour ceux qui l'ont promulgué? Il n'y a jamais eu de problème avec les tireurs sportifs à ma connaissance. Effectivement, c'est toujours la même problématique, et même s'ils nous foutent un chargeur de 10 coups, personnellement, j'arrive à recharger, si j'ai 5 chargeurs sur moi, en moins d'une seconde. Donc, bien évidemment, c'est des couillonnades. Comme je le dis toujours, c'est juste donc cette dynamique orwellienne de nous priver petit à petit de nos droits, de nos libertés, et ça passe bien évidemment par nos droits et nos libertés de défense personnelle. Donc qui sont toujours dans le collimateur, qui seront toujours dans le collimateur, et petit à petit ils viennent grappiller sur nos droits, et donc de passer de 30 coups à 10 coups, c'est le parfait grappillement, c'est-à-dire que les gens ne sont pas assez offensés pour aller tout brûler demain matin, parce que c'est pas genre on passe de 30 à 0, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus acheter de chargeurs, par exemple amovibles, ils pourraient nous faire une loi, hop, plus de chargeurs amovibles demain matin. Et donc là, à mon avis, les gens se révolteraient. Donc c'est pas assez grave pour que les gens se révoltent et se réveillent, mais c'est un petit grappillement de plus qui vient tout couillonner pour, en plus, ça c'est nul. C'est une loi qui ne servira à rien, qui ne changera absolument rien. Salut les Côtes d'Armor. Que penses-tu du scoutisme? Écoute, je n'ai jamais été scout. Je crois que mon père était scout. Moi, je n'ai jamais été scout, et je ne sais pas exactement comment ça marche aujourd'hui. Je connais mieux le scoutisme aux États-Unis. Je ne sais pas comment ça se passe en France. J'imagine que ça a beaucoup changé. Mais à la base, je trouve que c'est super. À la base, en tant que philosophie, comment ça a été créé. Toujours intéressant d'aller voir un petit peu l'histoire. Un petit peu l'histoire du scoutisme, comment ça a été créé et pourquoi. Et donc dans sa philosophie pure, je ne connais pas encore une fois son évolution, mais dans sa philosophie pure, j'apprécie énormément les grandes lignes et les grandes directions du scoutisme par rapport à l'éducation de nos enfants, surtout dans des sociétés où nous sommes privés du service militaire. Pile dans le mille, que penses-tu des Glock à culasse compensée? J'ai un 19C, j'en pense que dalle, moi j'aime bien les Glock normaux qui marchent normalement. Salut la Belgique. Mes parents vivent au Cameroun. Bad Company 69, est-ce que tu fais ton bois toi-même? Oui. Encore une fois, je suis pas à fond. Si on était privé d'électricité demain, bien évidemment, je serais à fond dans le bois. Et oui, je fais complètement bois moi-même. Véronique Girin, mangez-vous encore à la française ou complètement à l'américaine? Je sais pas ce que ça veut dire. À la française, à l'américaine, c'est une question d'heure. C'est une question d'aliments, c'est une question de quantité, c'est une question de je sais pas trop ce que ça veut dire. Je mange même pas à la française ni à l'américaine. Moi, je suis à 80% paléo. Donc voilà. Je sais pas trop comment répondre à cette question. Guédaluc,
tu as parlé d'insuline, je suis diabétique. C'est con, mon gars. Et on ne peut pas faire de gros stocks. Prescription et date de péremption. En cas de rupture, on est mort. Ça dépend de la rupture, mais si tu prends les ruptures qu'on a déjà eues, effectivement, par exemple, Toutone, de sa patte, elle a fait bouger tous les trucs. Peut-être tu veux vraiment participer, toi. Hein. Si on regarde par exemple Katrina, Nouvelle-Orléans, on a eu donc l'hôpital principal de la Nouvelle-Orléans qui a fermé. Des gens sont morts. Les gens sont morts parce que voilà, ils étaient soit ils étaient sur un lit d'hôpital et ils avaient besoin de soins intensifs. Et en fait, l'hôpital a fermé, plus d'électricité, donc plus de soins intensifs, et donc les gens sont morts. Ce sont les réalités les réalités. Ok, Brownie. Come on, Brownie. Brownie. Ok. Bon, Brownie. Donc ça arrive. Tu veux dégager mon bras, Brownie? Come on. Et donc, c'est un petit peu pareil avec effectivement le diabète. Le diabète, si c'est une crise assez grave et que tu n'as plus accès à de l'insuline, ça va être dur, hein, ça va être difficile. Il y a un livre très bien fait, One Second After. Tu peux le lire. Il y a la fille du héros est diabétique dans le livre. Ça se passe très mal. Donc voilà. Ce qu'il faut tenter, c'est l'envers du décor. Ce qu'il faut tenter, c'est effectivement de faire des stocks. Donc l'insuline se garde au frais, donc faut un petit frigo qui marche probablement 12 volts. C'est les petits frigos de caravane, ça marche vraiment bien. Un panneau solaire, un truc 12 volts, c'est parti mon kiki. Et donc faut continuer à faire des stocks, les stocks de médicaments. J'en parle tout le temps. C'est probablement une des choses les plus importantes à faire avant de stocker. J'en sais rien moi. Avant de stocker des tonnes et des tonnes de boîtes de conserve, par exemple. Si tu es dépendant de l'insuline pour ta vie, faut stocker de l'insuline, même si c'est pas facile, mais ça marche pour tous les médicaments. Pipio, gardes-tu un œil sur l'actualité en France? Oui, bien sûr, je garde un œil sur l'actualité en France. C'est mon faucon. Je suis fauconnier. Tu vas me chercher un truc à manger? Je garde un œil sur l'actualité en France. Je garde un œil sur la culture française. Je garde un œil sur la France. Beaucoup d'amis, toute ma famille. C'est la France, quoi. C'est mon pays d'origine. Tout tonne, mon petit faucon. Salut la Bretagne. Shark Ab, que penses-tu de la Chiappa Little Badger en vin de long rifle? De la merde. Chiappa, c'est vraiment de la merde. C'est beaucoup trop de plastique. Puis c'est pas de bonne qualité. Donc voilà. As-tu eu des gens récalcitrants à ta vision d'autonomie au début? Je dis début parce que là, je pense que tu dois être blindé. Oui, bien sûr. Les gens sont toujours récalcitrants. Les gens sont feignants et puis sont très. Les gens sont très gouvernement. Hein. Ils sont très assistanat. C'est l'assistanat à mort, hein, Touton. Donc, dès que tu commences à parler d'indépendance, de résilience, tous ces trucs-là. Hein, les gens ont du mal, hein. Et oui. Toi, Touton, est d'accord. Ah, c'est pas une mauvaise question, mais j'ai pas le temps. Ok. Touton, pourquoi tu es sur mon bras? Ok, merci.
Benoît, quand je vois ce qu'il se passe au niveau politique, j'ai quand même peur que la voie alternative à la soumission ou la rébellion soit en train de se réduire et risque de disparaître. C'est clair, mais on est le petit village gaulois, hein, de toute façon. Hein. Si tu prends, et je parle pas des touristes, hein, là je parle vraiment des mecs les mecs qui touchent un petit peu, et qui sont vraiment dans une intention de résilience et d'indépendance, des vrais survivalistes. On est le petit village gaulois, quoi. Il y a pas photo, c'est comme ça. Hein. Et donc voilà, peut-être qu'à la fin, ce sera la fin de 300. Hein. C'est Sparte. C'est Sparte, les gars. C'est juste, c'est comme ça. Donc il me reste 28 secondes. Si je n'ai pas pris, je vais arrêter là. Si j'ai pas pris votre question cette semaine, encore une fois, n'hésitez pas à me reposer vos questions la semaine prochaine. On va faire ça tous les vendredis. Ça passe hyper vite. Toutone est super contente d'être avec vous à la caméra. Elle adore ça. Mais donc, on sera là avec Toutone et Brownie là qui se cache. Tu fais quoi toi? Mais